Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer cette formation, je voudrais d'abord vous remercier tous du fond du cœur, de vous remercier de prendre ce temps, 40 heures quand même, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde un peu effréné. Les gens passent ce temps chaque semaine à regarder des écrans, ils le passent chaque mois au moins à regarder des séries, mais ils le passent beaucoup plus rarement à se former. Et surtout à se former à quelque chose qui peut nous sembler très transversal, mais qui en fait est très précis, c'est-à-dire leur capacité à s'informer pour construire leur vision stratégique. Et je sais bien, parce que j'ai eu la chance de vous rencontrer chacune et chacun d'entre vous lors de notre entretien individuel, je sais que vous vous lancez dans l'aventure que représente cette formation avec des excellentes intentions. Ces intentions, c'est celle de progresser, de questionner vos pratiques, de questionner vos méthodes, parfois de questionner votre leadership aussi, votre impact, à travers un prisme qu'on interroge beaucoup trop rarement, alors qu'il est au cœur de notre quotidien, de notre individualité, de notre intimité, que ce soit au travail comme absolument partout ailleurs. Il est même au cœur de notre lien avec nos enfants, avec nos parents, avec nos collègues. Ce cœur-là, c'est notre information. C'est une source d'alimentation. Et notre niveau d'information, nos habitudes aussi, nos pratiques, nos coutumes, nos rites pour nous informer, plus largement aussi la vision stratégique qui se construit ou non, qui se peaufine, qui s'affine ou non, et qui parfois même souvent bifurque, soit parce qu'on est exposé à une bonne information, et une information utile, qu'on y est exposé au bon moment pour nous, soit parce qu'on est exposé à une mauvaise information au mauvais moment. C'est cette information qui doit nous permettre de mûrir une réflexion afin de prendre, parfois dans l'urgence, toujours le mieux c'est à l'instinct, c'est d'avoir développé cette vision pour avoir un instinct, une décision. Cette décision, elle peut être importante, elle peut être anecdotique. Ça reste une décision qui aura un impact sur vous et sur les autres. On a l'habitude d'entendre que les hommes sont ce qu'ils font, ou en gros que ce sont la somme de leurs actes. Mais nos actes sont avant tout, et dans leur extrême majorité, je l'espère en tout cas, des décisions. On prend des milliers de décisions tous les jours. Et même si dans la société de consommation où nous vivons à peu près tous, on nous promet d'en prendre un maximum pour nous, de nous décharger, il faut bien comprendre que votre information, c'est la nourriture de votre cerveau, donc in fine de votre corps politique, de votre corps social et de votre corps physique. Il faut bien comprendre aussi que digérer une information, ça prend autant d'énergie que de digérer des aliments. Et que les répercussions d'une indigestion, comme pour les aliments physiques, sont absolument finalement les mêmes. C'est le stress, c'est les insomnies et in fine les mauvaises décisions, la perte de contrôle sur son destin. Alors on a pu échanger ensemble lors de notre entretien en bilatéral et aussi sur la base de votre questionnaire pour apprendre à nous connaître. Je vais en faire de même, je vais vous expliquer le plus brièvement possible mon propre rapport à mon information, à la fois dans ma pratique professionnelle, mais, et c'est toujours le cas pour chacun d'entre nous, mon rapport intime aussi à l'information. Celle que je consomme tous les jours, même en vacances, celle que je partage avec mon fils, avec mes amis, avec mes clients, et je vais essayer de comprendre pour vous quelles sont ses racines, quelles sont ses sources. D'abord, pour ne pas me perdre dans un puzzle de mots et de pensées, comme dirait le poète, je vais essayer de m'accrocher à 3 postulats. Ces 3 postulats, je ne les ai pas inventés, c'est ceux de Paul Václavic. Václavic, c'est un des membres fondateurs de l'école de Palo Alto. Ça a été un théoricien, à la fois un grand théoricien de la communication, mais aussi du constructivisme, parce qu'il a travaillé notamment sur les familles et sur les thérapies familiales, les familles dysfonctionnelles, on va dire, avec une approche jungienne qui, moi, dans mon enfance, dans mon adolescence, me parlait énormément, cette animalité, cette synchronicité. Et Václavic a sûrement participé, avec plein d'autres, à me diriger finalement dans cette voie professionnelle, une voie que j'ai choisie mais où j'avais pas de modèle, pas d'exemple autour de moi, une voie qui n'est pas toujours très claire pour les autres, en tout cas pour tout le monde, mais qui reste pour moi un chemin, je dirais, peut-être de bascule, peut-être de traverse, un chemin peut-être qui mène nulle part, mais le chemin de ma vie et de ma carrière, de mon engagement professionnel comme associatif. Le premier postulat de Václavic, c'est que la communication est absolument inévitable entre les êtres humains. Elle est même une condition sine qua non
à la fois de la vie humaine, mais aussi de l'ordre social. Elle est donc politique. D'abord parce que la survie des êtres vivants dépend depuis toujours de la qualité de l'information qu'ils reçoivent sur leur environnement. Évidemment, pour s'en protéger, pour comprendre les risques, les dangers, pour trouver à manger, pour s'accoupler, se reproduire, transmettre un savoir, des valeurs, des coutumes, des pratiques, des règles. Et ensuite, parce que si notre espèce a su survivre, si elle a su se développer à ce point, c'est parce qu'elle portait une attention toute particulière aux histoires, aux mythes et finalement au collectif, à la transmission. Et c'est cette logique de la communication, vous savez, communicare, relier ensemble des choses diverses. C'est une logique de l'intelligence en fait, que je vais m'efforcer dans une partie théorique assez dense, assez longue, mais que je vais rendre, j'espère, la plus digeste possible. Je vais essayer de vous transmettre cette logique de la communication pour qu'elle réveille en vous un sentiment que vous portez déjà tous. Ce sentiment, c'est une compréhension du monde, à la fois du monde qui nous entoure, et puis du monde qui fait sens pour vous. Chacun a sa propre vision de la vie. Et j'appelle ça un peu la science infuse, vous savez, c'est-à-dire ce que vous savez, ce qui est à l'intérieur de vous, mais qui se perd dans ce grand brouillard, à la fois un grand brouillard d'informations, mais aussi de signes, un peu l'ego, on va dire, qui est devenu le cœur de la communication contemporaine. Et moi, je suis dans le même bateau que vous. C'est un bateau ivre, c'est sûr. J'ai l'impression de voguer tous les jours sur énormément d'informations, souvent des infos qui me heurtent, qui me semblent d'instinct fausses ou biaisées, qui satisfont pas du tout mon besoin de compréhension, mon besoin de résonance avec la société, avec le monde, et même mon orgueil de comprendre, de savoir, de connaître, d'apprendre. Et c'est un peu une forme de cette dépression collective que nous traversons tous. J'y suis pas évidemment isolé, c'est un cas individuel le mien, mais il vous concerne. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on peut reprendre le dessus. Et c'est ce que nous allons faire ici et maintenant. Le second postulat de Václavic, c'est que la réalité n'est que le résultat d'une construction. Il dit même dans un de ses ouvrages que toutes les illusions, en fait, la plus périlleuse de toutes, elle consiste à penser qu'il n'existe qu'une seule réalité. C'est la réalité de la réalité. Et généralement, c'est ce qui se trame d'ailleurs dans la métapolitique, qui est un peu l'ère dans laquelle nous vivons, celle du réveil des pulsions et du réveil de la politique, des idéologies. J'ai vu de mes yeux l'émergence d'ailleurs d'une certaine pensée fascisante, qui est le fruit bien sûr d'une colère insondable, et de gens qui ne parvenaient pas à l'exprimer. Et moi j'ai ressenti que si nous ne nous battions pas collectivement pour nos idées, pour des idées, qui au final sont des transformations intellectuelles de nos souffrances, de nos frustrations, de nos espoirs, de nos désirs, et puis souvent ceux de ceux qui nous ont précédés, de nos classes, j'ai envie de dire, sans être marxiste, eh bien ce sont d'autres, plus armés, plus favorisés pour cela, qui vont emporter le contrôle du cadre du monde dans lequel nous vivons. Et chaque jour qui passe nous démontre d'ailleurs davantage que nous n'en avons qu'un, parce que la terre et la vie sont à usage unique, elles sont jetables, et il est impérieux de pouvoir exprimer ces idées dans un monde justement de la consommation, parce que, comme l'écrivait Václavic, une idée, pour peu qu'on s'y attache avec une conviction suffisante, qu'on la caresse, qu'on la berce avec soin, finira par produire sa propre réalité. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre pendant ces 40 heures ensemble, une méthode pour aller chercher votre propre conviction, votre identité, votre différence, vos idées, c'est-à-dire, au fond, vos informations que vous allez émettre dans le système de communication que nous vivons, et de l'autre côté, des outils pour vous y accrocher, en la transformant, cette vision du monde, ainsi que des exercices pour embarquer avec vous toutes vos parties prenantes et pour créer votre propre réalité. Le troisième postulat de Václavic dont je voudrais vous parler en introduction, et qui depuis a fait quand même son bout de chemin, c'est la théorie de l'asymétrie cérébrale. Il a écrit, Václavic, que le cerveau comprend un hémisphère gauche qui est orienté sur la rationalisation et un hémisphère droit qui lui serait plus orienté vers l'émotion. Cette idée qu'il existe une psychologie objective, c'est-à-dire qui dépend de la biologie, je trouve qu'elle est fascinante. Elle est en train de prendre vachement de place, notamment dans l'éducation, avec tous les premiers théoriciens de la psychologie des masses. Si vous lisez La psychologie des foules de Gustave Le Bon ou Le viol des foules par la propagande politique, qui est un livre assez rare, assez intéressant, d'un homme qui s'appelle Serge Tchakotine, qui était un ami d'Albert Einstein, un ami de Pavlov, qui, Pavlov, vous savez, a eu le prix Nobel de médecine en 1904 pour ses recherches sur le fameux réflexe pavlovien, c'est-à-dire le réflexe conditionnel. Et au fond,
ça dépasse évidemment le sujet de la dictature ou le sujet du consumérisme. Parce que l'idée du conditionnement, c'est aussi une forme automatique d'apprentissage. Et c'est ce conditionnement pavlovien qui a permis derrière la naissance de ce qu'on appelle le behaviorisme, avec justement ce fameux modèle du comportement opérant, c'est-à-dire le triptyque stimulus, réponse, conséquente. C'est vrai, ces conséquences dans les décisions, les actes, mais c'est vrai au niveau de l'information, c'est vrai dans n'importe quel dialogue, dans n'importe quelle rencontre entre vous et un signal. Et très très jeune, j'ai été vraiment saisi par ce genre de questionnement, déjà parce que j'étais entre deux mondes, j'ai grandi à la campagne, ensuite je suis parti en banlieue, j'ai fini au CELSA, qui est une grande école à Neuilly-sur-Seine, et je me suis mis à lire beaucoup de philosophie, beaucoup de sciences humaines et sociales au sens large, dès mon entrée au collège, j'avais 9-10 ans. Et là, j'ai développé ma propre arborescence personnelle. J'ai pu naviguer entre les références, c'est les souterrains, les astérisques des textes majeurs comme des textes mineurs. C'est pour ça que le logo de cette formation Megatrends, c'est une astérisque. Parce que notre objectif, c'est de construire ce cheminement mental, ces souterrains qui vont nous permettre de dépasser le surfing. Pour ma part, j'ai alterné la lecture de classiques avec plein de livres qui venaient de sortir sur les étals des librairies, tout en m'intéressant aussi à des livres qui ont été disqualifiés, qui ont été maltraités, à la fois par l'université ou par les médias, par la bien-pensance. Ce que je voulais à l'époque, dans ma jeunesse, c'était creuser les différents points de vue sur la plupart des problématiques qui, d'ailleurs, 20 ans plus tard, ont pris le dessus de la scène scientifique et de la scène politique. Les sciences de la gestion et de l'éducation, bien sûr, les neurosciences, et puis plus largement, la philosophie des sciences, c'est-à-dire ce fameux solutionnisme technologique qui est pour certains le transhumanisme et pour d'autres le cosmisme, selon que vous soyez occidental, américain ou russe. On en reparlera, mais cette habitude de lire, même si elle m'a déserté quelques années, n'a finalement jamais disparu de ma vie. Et à intervalles réguliers, j'ai construit petit à petit ma bibliothèque, mes références, mon rapport physique charnel au bouquin. Très longtemps d'ailleurs, mon seul rêve, c'était d'avoir une bibliothèque assez grande pour ranger mes milliers de livres. Et c'est aujourd'hui les choses matérielles auxquelles je tiens le plus, même si, comme plein de gens, comme plein de lecteurs assidus, j'ai mon petit e-book qui me donne un plaisir un peu malsain, un peu vaniteux, celui des Happy Few, d'avoir tous les livres avant la sortie, de pouvoir avoir accès en quelques secondes à des livres d'auteurs un peu obscurs ou dans des langues complexes que je traduis avec des logiciels d'intelligence artificielle. Mais je l'allume 2 fois par an, alors que je vais piocher tous les jours dans ma bibliothèque un livre ou plusieurs. Et vu que je connais exactement leur emplacement, ma mémoire constitue des raisonnements logiques à partir de bribes de réflexion. C'est ma forme à moi de conditionnement. Celui de ne pas rester en surface d'un phénomène, comme un surfeur, mais d'essayer de rentrer dans la vague, aussi violente soit-elle, notamment en me constituant de manière instinctive, pas forcément méthodologique, une bibliographie. Une bibliographie large, vaste, sensible, qui comprend aussi bien des œuvres de fiction que des films, des séries, des albums de musique, qui vont me permettre d'aller en profondeur pour me faire un avis, un point de vue le plus documenté, le plus complexe parce que le plus divers possible, et puisque tous les thèmes se rejoignent en de nombreux endroits, eh bien c'est ça qui vous permettra de développer une vision générale du monde et une expérience propre de votre vie qui va devenir la base en fait de votre alignement, de votre proposition de valeur. Le mot est un peu marketeux, mais auprès de vos collaborateurs, auprès de vos clients, auprès de vos proches tout simplement, de vos parties prenantes. Lorsque en 2022 j'ai eu le sentiment d'être arrivé au bout d'un cercle, au bout d'un cycle, d'avoir fait le tour de ce que 10 ans de conseils assez acharnés à des entrepreneurs avaient pu me procurer, et après 15 ans d'engagement politique que j'avais initié, comme beaucoup d'entre nous, un certain 21 avril, qui s'était terminé hasard du calendrier le soir de la naissance de mon fils, eh ben j'avais besoin, en 2022, de faire le point. Je m'étais conditionné à continuer de m'empresser de travailler, de construire de la valeur, d'apporter mon expérience, mes idées. Alors, j'ai créé un service d'information pour des grands dirigeants. C'était une erreur avec le recul parce que je me suis très vite rendu compte que ces grands dirigeants d'entreprise ne souhaitaient pas être mieux informés que la moyenne, malgré les décisions très importantes qu'ils doivent prendre. Ils s'en remettent au final à qui ? À leur comité exécutif, à des consultants stars, parfois même à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs voisins, et ils avancent dans un grand flou qui est finalement leur quotidien très bien huilé. Parfois, ils accrochent au vol dans une matinale, dans une tribune de journal ou dans une conférence une idée, ou une nouvelle formulation d'ailleurs d'une idée ancienne, et ils s'en font les relais jusqu'à la prochaine, jusqu'à vomir
ces paroles qui n'apportent absolument rien au fonctionnement du monde. Ça peut vous sembler complètement anecdotique, mais moi je trouve ça absolument dramatique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des grands patrons, parfois des hommes politiques aussi, qui sont mal informés. Et ce sont eux qui bradent la souveraineté économique de nos pays, qui délocalisent des usines, des emplois, qui réduisent notre pouvoir d'action sur nos modes de vie et aussi sur la législation, sur le cadre de vie des prochaines décennies. Sur le sujet climatique, ça saute encore plus aux yeux et c'est encore plus révoltant. Cela étant, cette expérience m'a aussi permis de voir un angle mort du problème. Là, on commence à parler, c'est encore sur la pointe des pieds, mais des effets désastreux de la fatigue informationnelle des citoyens. Notamment pour la vie démocratique, l'élection de Trump a été un tournant majeur dans la prise de conscience. Mais en revanche, personne ne parle jamais de la fatigue informationnelle des décideurs, même des petits décideurs, qui justement en arrivent, à force de naviguer à vue, à ne plus prendre de décision et à rejeter, à refouler l'information pour être le moins informé possible. Bien souvent, c'est pire que de prendre des mauvaises décisions, parce que ne pas prendre des décisions empêche ensuite de les réparer en bifurquant. Et lorsqu'on est resté sur la ligne de départ, il faut bien comprendre que c'est absolument sans retour. Et j'ai vu plus récemment, en réalisant une série de podcasts avec Arnaud Montebourg, sur le terrain, dans des usines, dans les champs, à la rencontre de ce qu'il appelle les vrais souverains, c'est-à-dire des gens engagés qui se battent au quotidien, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour produire l'agriculture et l'industrie de demain sur leur territoire. J'ai vu qu'il existe dans notre pays des tas, une armée, une légion de grands dirigeants, de petites, voire de toutes petites entreprises. Ils forment une espèce de contre-société. Et ces très petites entreprises, c'est parfois même des professions libérales, des artistes, des indépendants qui réinventent leur métier. C'est même parfois des étudiants qui prennent la décision de s'engager dans leur futur métier pour des causes ou pour des valeurs. Alors, je ne pense pas qu'ils le fassent tous par gaieté de cœur. C'est surtout qu'on n'a plus le choix. On a faim, on a envie de changer le monde, on a envie de ne pas subir. Et ce stress est probablement la plus formidable chance que l'on ait dans un monde globalisé, un monde sans levier démocratique, pour réussir ces transformations. Ces transformations, pour les saisir, pour les comprendre, il faut s'accrocher à ce que j'appelle les mégatrends, les grandes tendances, les obsessions des décideurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut, je crois, être partisan de la théorie du point de pression. Il faut penser qu'on peut changer la donne à condition de se concentrer sur un point précis du problème et d'y apporter une solution pratique. Et finalement, ce sont nous les porteurs de solutions. C'est un peu une autre définition de l'entrepreneur qui nous change de celle du capitaliste au gros cigare. Mais ces acteurs, c'est vous, c'est nous. Et si nous en sommes là, c'est que nous savons, vous comme moi, que développer votre vision stratégique va vous permettre de multiplier votre impact, de préserver votre bien-être, de renforcer votre capacité de rayonnement, de résonance. Parce que votre but, c'est justement, je crois, d'être en prise, d'être en résonance avec le monde. Et donc, de pouvoir le percevoir et qu'il puisse vous percevoir. C'est la condition sine qua non de votre survie en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, en tant que travailleur, en tant, j'ai presque envie de dire, qu'âme. Et au fond, c'est la condition de notre survie collective. Alors avant de vous expliquer plus concrètement le déroulé de cette formation, je tenais vraiment à vous remercier de vous y engager. Ça me donne foi en vous, ça me donne foi en l'humanité. Alors on va organiser après avoir suivi cette formation, des moments de convivialité entre vous, pour ceux que ça intéresse, de pouvoir construire, de pouvoir garder un lien ensemble. Parce que cette formation, c'est aussi une expérience individuelle qu'une expérience commune, puisque nous l'aurons tous en commun. Je vous la souhaite très enrichissante, très plaisante. J'ai pris énormément de bonheur à l'écrire et à vous la transmettre. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer longtemps notre chemin. Et je vais essayer maintenant de vous transmettre autant de savoir que de saveur, dans des exposés qui, je l'espère, vont vous emmener au bout de ce chemin de progrès.